Eh bien, écoutez, bienvenue à tous et merci pour cette connexion, en temps et en heure, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a qu'1 heure et pas mal d'échanges autour des recommandations et des cas cliniques. Normalement, nous devons avoir la connexion de madame, Morgane Maty, qui a été la chef de projet de l'élaboration de ces recommandations 1K, qui ont été coordonnées par le professeur Laurent Grelier qui anime ce webinaire ce soir et également avec la participation d'Anne-Laure Couder, donc professeur Couder qui est, oncogériatre, de l'UCOG PACA Ouest et qui a également participé, à ces recommandations. Et nous aurons, la présentation de 2 cas cliniques pour illustrer ces recommandations. Un par le CHU de Nice, le docteur Jonathan Benzaken, et Anne-Laure Couder et le deuxième par, le docteur Rémy Bonetto et le docteur Jacques Le Treut qui sont déjà connectés. Donc Laurent, je vais te passer la parole. Donc effectivement, la réunion est enregistrée. Nous vous remercions de couper les micros et de lever la main pour poser des questions ou éventuellement vous pouvez vous servir du chat, de la conversation avec, Léa Proutot que je vous présente ici présente, qui est notre, chargée de mission et qui a assuré toute la logistique de ce webinaire. Donc vous pouvez, on essaiera de guetter ces retours via le chat et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation donc, à ce webinaire consacré aux recommandations nationales de bonnes pratiques pour le traitement de première ligne du cancer bronchique non à petites cellules métastatiques sans addiction oncogénique. Donc, un travail auquel plusieurs d'entre nous ont activement participé. Et d'ailleurs, je tiens à souligner également la participation de notre hôte Michel Pibarot dans ce groupe de travail. Donc, je vais essayer d'aller assez vite sur la présentation des recommandations en elles-mêmes parce que c'est un travail qui est quand même assez dense, qui va volontairement dans les détails. Et donc, je vous propose qu'on voit une partie de ces recommandations de manière un peu détaillée et qu'ensuite l'autre partie, on puisse l'aborder via les cas cliniques. Donc, ce sont des recommandations qui ont été menées conjointement par l'Institut national du cancer et la Société de pneumologie de langue française, notamment à travers le groupe Oncologie. Alors, juste en introduction, pourquoi avoir fait ces recommandations? Quelques mots de contexte, mais je suis certain que vous êtes toutes et tous très familiers de cela. Le cancer du poumon, comme vous le savez, c'est une pathologie qui reste extrêmement fréquente, hein. C'est le deuxième cancer chez l'homme, le troisième cancer chez la femme en France, plus de 50 000 nouveaux cas chaque année. Et la majorité de ces cancers du poumon sont des cancers bronchiques non à petites cellules. Ça reste également un cancer particulièrement grave, hein. C'est toujours la première cause de mortalité par cancer, en France et dans le monde d'ailleurs. En France, c'est plus de 30 000 décès chaque année. Et ça reste également une pathologie de mauvais pronostic, même si le taux de survie à 5 ans s'est amélioré ces dernières décennies. On reste un cancer de mauvais pronostic avec une survie globalement de 20% à 5 ans après le diagnostic, tout stade confondu. Alors, le fait justement qu'il s'agisse d'une pathologie de mauvais pronostic, ça vient essentiellement du fait qu'aujourd'hui, en l'absence de dépistage organisé et systématique du cancer du poumon, les malades sont diagnostiqués majoritairement à des stades avancés. Malgré tout, il y a eu des progrès thérapeutiques ces dernières années, notamment grâce à une meilleure compréhension des mécanismes de l'oncogénèse et également au développement de nouveaux médicaments. D'abord dans le poumon, des thérapies ciblées et puis plus récemment, des immunothérapies. Au niveau national, le dernier référentiel daté de 2015 et donc qui paraissait pertinent de pouvoir élaborer des recommandations de bonnes pratiques cliniques qui soient actualisées, dont l'objectif a été de définir les stratégies thérapeutiques justement en lien avec les nouveaux traitements disponibles et sur la base des nouvelles données publiées afin de disposer au niveau national de conduite à tenir clinique consensuelle et à jour dans le cadre de la première ligne de traitement des CVNPC métastatiques sans addiction oncogénique. Donc voilà l'objectif de ce travail de recommandation. Alors, sur le plan de la méthode,
en quelques mots, hein, le travail a commencé par une recherche bibliographique systématique portant notamment sur la dernière décennie, donc les papiers publiés entre 2013 et 2024. Il y a une synthèse de ces données de la littérature et une analyse critique donc de ces données scientifiques selon la méthode de l'HAS qui est rappelée sur le côté droit de la diapositive. Et donc pour chaque étude, un niveau de preuve scientifique a pu être attribué. À partir de la synthèse de ces données de la littérature, des recommandations ont été proposées par le groupe de travail, sachant que ces recommandations ont tenu compte naturellement des traitements qui sont disponibles en France aujourd'hui dans le cadre de la prescription. La synthèse de la littérature a porté sur tout ce qui a été publié et les recommandations ont intégré la disponibilité des traitements en France naturellement. Et avant la publication en début d'année 2025 de ces recommandations, il y a eu un travail de relecture nationale qui a été fait durant l'été 2024. Donc en quelques mots, ces recommandations de traitement, elles s'articulent selon trois grands chapitres. Le premier, c'est le choix du traitement selon un biomarqueur qui est le niveau d'expression de PDL1. On verra ensuite deux autres chapitres qui vont prendre en compte d'une part les caractéristiques des patients et d'autre part le niveau d'extension de la maladie néoplasique et les localisations métastatiques. Alors pour le premier chapitre que je voudrais un petit peu développer ce soir, qui est selon le niveau d'expression de BTL1, c'est bien important de rappeler que ce chapitre-là se positionne dans la situation clinique la plus favorable, c'est-à-dire les patients en bon état général, donc performance status 0,1, des sujets non âgés, des sujets sans comorbidité, etc. Donc vraiment la population, on va dire, incluse dans les essais de recherche clinique. Dans cette situation de cancer bronchique primitif non à petites cellules métastatiques et après avoir éliminé une addiction oncogénique, donc une altération génomique actionnable, le traitement va dépendre essentiellement du niveau d'expression de PDL1. Et nous avons recommandé, et c'est un grade A de recommandation, pour les patients avec un niveau d'expression de PDL1 supérieur ou égal à 50% des cellules tumorales, une immunothérapie en monothérapie. Et trois molécules sont aujourd'hui approuvées dans notre pays dans cette situation. Je vous rappelle rapidement les études, hein. L'étude Keynote 24 qui avait évalué le pembrolizumab versus le doublé de chimiothérapie en situation de première ligne métastatique chez des tumeurs exprimant fortement PDL1. Nous avons maintenant les résultats de survie à 5 ans de cette étude, hein, et qui confirment effectivement un bénéfice de survie globale dont le taux de survivants à 5 ans passe de 16% à 32%. Donc une étude clairement positive qui a conduit à l'autorisation de mise sur le marché du pembrolizumab dans cette indication. Il y a également d'autres molécules, l'atezolizumab, sur la base d'une analyse de sous-groupe de l'étude IMpower 110, qui a évalué l'atezolizumab versus le doublet de chimiothérapie, une étude positive dans le sous-groupe des patients dont la tumeur exprime fortement PDL1. Et enfin, le sémiplimab sur la base des résultats de l'étude Empower Lung 1, donc qui a comparé sémiplimab à, encore une fois, doublé de chimiothérapie, une étude également positive sur son critère de jugement principal qui était la survie globale. Deuxième recommandation pour cette même population, c'est la possibilité d'associer chimiothérapie et immunothérapie. Immunothérapie en France, c'est le pembrolizumab qui est approuvé dans cette indication. Le grade de recommandation est un grade B pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'études de sous-groupes pour deux essais pivots. L'étude Keynote 189, donc, qui avait évalué dans les cancers du poumon métastatique non épidermoïde l'adjonction du pembrolizumab à un doublé de chimiothérapie platine pémétrexède, une étude positive, et là ce sont les résultats à 5 ans sur la survie globale. Et dans l'analyse de sous-groupe de cette étude, dans le sous-groupe des patients qui expriment fortement PDL1, vous voyez, c'est l'encadré rouge de la diapositive, il existait un bénéfice statistiquement significatif qui se retrouve malgré le suivi prolongé de l'étude à 5 ans.
On a le pendant qui est l'étude Keynote 407. En gros, c'est globalement la même chose pour des cancers du poumon épidermoïde. Le doublet de chimiothérapie associé au pembrolizumab dans cette situation, c'est caroplatine et un taxane. L'étude est positive dans sa globalité et également dans le sous-groupe des patients qui expriment fortement PDL1. Nous avons donc deux traitements recommandés, deux stratégies possibles, mais les données actuelles de la littérature ne permettent pas d'émettre de recommandations sur la stratégie à privilégier entre ces deux schémas thérapeutiques. Il y a des pistes, des hypothèses, et on attend surtout aujourd'hui le résultat de plusieurs essais randomisés, notamment cette étude française, pardon, c'est pas du tout l'étude Keynote 407, c'est l'étude GFPC Percé, dont les inclusions sont terminées. C'est une étude qui a été financée par le PHRCK et qui évalue dans la situation des patients métastatiques première ligne exprimant fortement PDL1 les deux stratégies recommandées possiblement, soit le pembrolizumab en monothérapie, soit la combinaison chimiothérapie plus pembrolizumab, et on espère avoir prochainement les résultats de cette étude. Je passe maintenant aux patients dont la tumeur exprime plus faiblement PDL1, donc un niveau d'expression inférieur à 50%. Donc ça comprend les PDL1 positifs entre 1 et 49% et les patients PDL1 négatifs. Nous avons proposé qu'en termes de recommandation, une chimiothérapie est associée à une immunothérapie. C'est sur la base des mêmes études que je viens de vous présenter, la Keynote 189, pour les deux analyses de sous-groupe PDL1 positif, PDL1 négatif. Vous voyez que dans les deux cas, il y a un bénéfice significatif en termes de survie globale à ajouter le pembrolizumab à la chimiothérapie. Et on a les mêmes types de résultats dans l'étude consacrée au carcinome épidermoïde. L'immunothérapie en monothérapie, par contre, n'est pas recommandée. Je vous rappelle qu'une étude a été conduite pour évaluer le pembrolizumab en monothérapie versus chimiothérapie chez les patients PDL1 positifs, donc à partir de 1% des cellules tumorales. C'était l'étude Keynote 42. Cette étude était globalement positive sur la survie globale, mais en fait, l'analyse de sous-groupe montrait que le bénéfice global était dû à la population exprimant fortement PDL1. Chez les patients dont le score PDL1 était compris entre 1 et 49%, comme vous pouvez le voir sur le côté droit de la diapositive, il n'y avait pas de bénéfice statistiquement significatif du pembrolizumab en monothérapie. Enfin, il existe des patients qui sont non éligibles à l'immunothérapie et dans cette situation-là, le recours à un doublet de chimiothérapie à base de platine est recommandé. C'est notre ancien standard. Et pour certains patients, on peut proposer l'adjonction du bevacizumab. Donc, ce sont des données un petit peu anciennes. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'y attarder. Ensuite, deux autres chapitres. Premièrement, selon les caractéristiques des patients, puisque jusqu'à présent, on a vu la population, on va dire, idéale des essais de phase 3, mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours ces patients-là qu'on est amené à prendre en charge. Et donc, il nous est apparu important d'établir des recommandations en fonction de l'état général des patients. Pour les patients présentant un performance status A2 ou au-delà de 2, je vous propose de ne pas rentrer dans les détails maintenant, puisque ce seront des aspects que nous discuterons durant les cas cliniques. Et juste pour illustrer l'étendue du travail de recommandation, nous avons pris également en considération l'âge des patients, leur comorbidité, et nous sommes allés assez loin dans les détails pour les patients qui présentent une maladie auto-immune, qui vivent avec le VIH, qui ont une hépatite virale chronique active, qui ont une insuffisance rénale, une pneumopathie interstitielle fibrosante, une greffe d'organes solides ou encore une BPCO. Donc, il nous est apparu important de pouvoir établir des recommandations autant que possible dans chacune de ces situations cliniques. Et également un travail aussi sur l'impact des comédications des patients, naturellement la corticothérapie systémique, mais aussi l'antibiothérapie, les inhibiteurs de la pompe à protons ou encore le paracétamol, tous ces médicaments étant largement utilisés chez nos patients. Et enfin, un troisième grand chapitre de ces recommandations, et là encore, je ne rentrerai pas dans le détail, nous aborderons ces questions-là dans les cas cliniques juste après, mais il nous est apparu important de nous intéresser spécifiquement à certaines localisations métastatiques
comme les métastases cérébrales ou encore les métastases osseuses, pour lesquelles des stratégies de traitement local peuvent parfois être indiquées dès le diagnostic, c'est-à-dire avant tout traitement systémique. Donc c'était important pour le groupe de travail de se positionner sur la stratégie recommandée dans ces situations-là, et également dans une situation un petit peu particulière que sont les patients avec une maladie oligométastatique. Nous avons essayé de développer des recommandations dans cette entité qui est relativement rare, mais peut-être de plus en plus fréquente sous l'effet de nouveaux traitements systémiques. Donc pour finir, et je ne rentrerai pas dans le détail, à la fin de ces recommandations, vous avez des arbres décisionnels, un pour les non-épidermoïdes, un pour les épidermoïdes. Juste rapidement, on rappelle que la première étape, c'est d'éventuellement identifier une addiction oncogénique qui ouvrira la porte à une thérapie ciblée. S'il n'y a pas d'addiction oncogénique, les premières questions à se poser, c'est existe-t-il des localisations métastatiques qui vont justifier un traitement local en première intention? Et enfin, la question d'après, ça va être selon le niveau d'expression du PDL1, en fonction de l'état général des patients, de leur âge, des stratégies qui vont être recommandées en tant que standard et d'autres plutôt comme des options de traitement. Voilà, le même arbre pour les épidermoïdes. J'en ai fini. L'idée, c'était de ne pas être trop long sur cette première présentation des recommandations. J'aurai par contre quelques minutes pour remercier encore très chaleureusement toutes les personnes qui ont activement contribué à ce travail au sein de l'Institut national du cancer, notamment mesdames Mathie Dupéré et Vermel, qui ont fait un travail formidable. Je voudrais également remercier la Société de pneumologie de langue française, avec son ancien président, sa nouvelle présidente et Madame Duguay. Remercier tous mes collègues au sein du groupe de travail qui sont rappelés sur la diapositive, également tous nos collègues qui ont relu le document à l'échelle nationale, et vous remercier enfin pour votre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Du coup, on Laurent. peut donner la parole au docteur Benzaken. Bonsoir à tous. Merci beaucoup au professeur Grelier pour cette présentation très claire, et merci à tous les organisateurs. Je me joins aux remerciements qui viennent d'être formulés à toutes les personnes impliquées dans la rédaction de ce document très important, et puis dans l'organisation de ce webinaire qui est tout aussi important. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter ces cas cliniques. Donc, je vais tenter d'illustrer cette présentation de ces recommandations qui, comme vous l'avez compris, en fait, s'attachent à identifier des groupes de patients, finalement, en tout cas, de formuler des recommandations dépendamment de l'expression de ce biomarqueur, dépendamment de l'état de fragilité des patients, dépendamment de l'âge des patients. Et c'est les questions qu'on se pose finalement en pratique clinique. Et donc, c'est très important d'avoir un schéma clair, d'autant qu'il y a souvent des différences de pratique entre les centres, et c'est pour ça que c'est important d'homogénéiser des recommandations qui sont pour elles-mêmes assez claires finalement. Donc on va ici commencer par le cas de cet homme de 77 ans, qui est un homme hypertendu, qui est tabagique, qui ne présente aucun symptôme, qui a un score G8 à 14 et un score Balucci à 1. Donc c'est un malade qui finalement est certes âgé, mais qui a, on va dire, un état de fragilité qui est relatif, avec ce scanner qui montre une masse lobaire supérieure droite extrêmement suspecte, associée ici sur la planche de droite à une lésion surrénalienne d'allure secondaire. Cette lésion fait l'objet d'une biopsie transthoracique qui fait la preuve d'un adénocarcinome bronchique, que l'on va classer de stade 4, exprimant le PDL1 tumoral à 40%, et une mutation TP53 qui est, comme on le sait, non ciblable à ce jour. Et on va nous demander quel est le traitement de première ligne. Donc ici, quelques propositions, avec la première monoimmunothérapie par pembrolizumab, sémiplimab ou atezolizumab, chimioimmunothérapie par le carboplatine pemetrexed pembrolizumab, chimiothérapie par carboplatine paclitaxel hebdomadaire sans entretien, carboplatine paclitaxel bevacizumab ou la monochimiothérapie. On devrait proposer pour ce patient âgé une chimiothérapie par carboplatine et paclitaxel hebdomadaire. En effet, on est face à un sujet âgé qui est certes en bon état général, mais à en suivre les grades de recommandation
et les résultats des études disponibles à ce jour, c'est le traitement de choix chez ce patient, avec une cure de carboplatine mensuelle et une cure hebdomadaire de paclitaxel pendant 3 semaines, avec une semaine de pause pour le Taxol. Il n'est pas licite de démarrer une chimio-immunothérapie en dépit du bon état général de ce patient asymptomatique, puisque nous n'avons pas les données qui nous permettent de proposer une chimio-immunothérapie chez ces patients. C'est l'objet d'essais cliniques très importants, dont on aura, nous l'espérons, prochainement les réponses, notamment avec les CL d'Early. Donc, mais aujourd'hui, on ne peut pas proposer ce type d'association. Donc, ça reste la chimiothérapie par carbo Taxol hebdomadaire qu'il faut proposer. Bien évidemment, on proposera une évaluation oncogériatrique de ce patient âgé. Et on ne peut pas proposer de monoimmunothérapie puisque vous avez noté un score PDL1 tumoral inférieur à 50%. Je vais passer la parole au professeur Couderec qui va vous présenter les 2 slides qui viennent pour vous détailler comment est-ce qu'on s'intéresse à l'état de fragilité des patients en oncogériatrie. Alors, merci beaucoup, Dr Benzaken. Donc, bonjour, moi je suis le professeur Couder. Effectivement, je suis gériatre à la PHM et je réalise des évaluations oncogériatriques. Alors, comme je pense que vous le savez tous, il y a un score de repérage de la fragilité qui est proposé pour tous les patients âgés de plus de 75 ans en France atteints d'un cancer. Et donc, ce score peut être réalisé par les oncologues, mais aussi les infirmières d'annonce, les externes, les internes, les chirurgiens. Donc, ce score est assez rapide puisqu'il est fait en 4 minutes. Il est basé sur les critères du Mini Nutritional Assessment, pour ceux qui connaissaient ce score qui est actuellement plus utilisé, qui est basé sur des questions d'anorexie, enfin surtout des questions de nutrition, de perte de poids, le calcul de l'IMC, aussi des questions sur la motricité, s'il y a une démence ou une dépression, la présence de 3 médicaments, une question très très importante sur le ressenti de l'état de santé du patient âgé, et puis le critère d'âge. Donc tout ceci fait un score sur 17, et s'il est inférieur ou égal à 14 sur 17, il y a une indication à voir un gériatre avant de débuter le traitement oncologique. Slide suivante, s'il vous plaît. Dr Benzaken, si vous pouvez. Merci beaucoup. Et donc, si ce G8 est inférieur ou égal à 14 sur 17, il faut adresser le patient à un gériatre. On réalise une évaluation gériatrique standardisée qui est adaptée à la situation oncologique, c'est-à-dire qu'on va s'adapter au traitement oncologique qui est proposé. Ici, dans le cas clinique, c'est le carboplatine paclitaxel. Alors, Dr Benzaken vous a parlé du Balducci. Donc, ça, c'est fait à Nice, mais sur Marseille, on ne réalise pas les Balducci, mais ça veut dire, en fait, tout simplement, pour les Marseillais, que le patient n'a quasiment pas de fragilité, très peu de comorbidité instable. Donc, voilà. Donc, c'est un patient qui mérite tout à fait le traitement qui lui a été proposé. Donc après, on discute tous ensemble en RCP et un traitement oncologique adapté aux patients âgés est proposé. Et puis, il y a un suivi oncologique qui est fait en même temps que le traitement oncologique est réalisé. Et il nous arrive, les gériatres, de faire des suivis oncogériatriques en parallèle si nous avons détecté des fragilités, que nous avons mis en place un plan d'action qu'on appelle un PPS et que nous voulons suivre si le plan d'action et les actions réalisées sont bien mises en place et permettent au patient d'arriver à la fin de son traitement de façon la mieux possible et surtout avec une très bonne qualité de vie. Voilà, je vous laisse continuer le cas clinique. Merci beaucoup, professeur Couder, pour cette précision. Donc, on a donc ce patient fragile qui bénéficie donc de cette évaluation oncogériatrique et qui va bénéficier du carboplatine paclitaxel sur la base de cet essai qui est certes ancien, mais qui est opposable et qui est à suivre. Et donc, vous voyez ici un bénéfice net en termes de survie globale chez les patients traités par doublé à base de platine avec ce schéma hebdomadaire pour le paclitaxel versus la monochimiothérapie chez les malades. Et ce, également pour les tranches d'âge extrêmes. Vous voyez qu'à plus de 80 ans, les patients bénéficient encore de cette association, si tant est, bien entendu, que l'état général le permette, puisqu'il faut bien distinguer âge et état général. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas plus de toxicité de grade 4 chez les patients, en tout cas
hors cytopénie, il n'y a pas d'avantage toxicité grade 4 chez les patients traités par chimiothérapie. C'est certainement les cytopénies qui peuvent poser problème et qui sont tout à fait gérables par les équipes. On va passer au cas suivant, qui est donc le même patient, 77 ans, même historique, sauf qu'on va donner une subtilité qui est le PDL1 tumoral qui va ici être à 50%. Et on repose exactement la même question. Que propose-t-on à ce malade? Peut-on proposer une mono-immunothérapie? La réponse, ce sera absolument oui. On peut lui proposer une mono-immunothérapie puisqu'il exprime le PDL1 à au moins 50%. Et la chimiothérapie, carboplatine, paclitaxel hebdomadaire, a également sa place, bien sûr sans entretien, dans cette situation. Effectivement, ici, les recommandations qui vous ont été présentées tout à l'heure par le professeur Grillier et qui montrent bien que chez les patients, même âgés, présentant un PDL1 supérieur ou égal à 50%, on peut proposer une monoimmunothérapie par pembrolizumab, cemiplimab et atezolizumab qui, je vous le rappelle, a l'AMM depuis récemment pour la voie sous-cutanée, bon, sans comparaison par contre entre les différents médicaments. Les trois sont possibles. Ici, cette analyse poolée de plusieurs études et qui m'a semblé particulièrement intéressante à montrer, puisque c'est une de ces rares études où on va s'intéresser au sujet âgé et où on va pooler des analyses de plusieurs études pour s'intéresser au sujet âgé avec deux groupes de malades, les patients de au moins 75 ans et les patients de moins de 75 ans. Et vous voyez que l'immunothérapie bénéficie à tous ces groupes de malades de façon nette. Alors, évidemment, on est sur une analyse poolée. Le standard demeure la chimiothérapie, carboplatine, paclitaxel hebdomadaire, et la monoimmunothérapie est présentée dans les recommandations du groupe de travail comme une option, mais qui est tout à fait acceptable. On vous présente ici un troisième cas, l'histoire d'un homme de 55 ans, spondylarthrite ankylosante, symptomatique, qui perd du poids, qui est asthénique, qui a un performance status à 2. C'est un patient qui est fatigué, qui est asthénique, d'accord, qui est altéré. Ce patient présente donc une imagerie on vous a présenté la même imagerie, parce que ce n'est pas l'objet de la question, l'objet étant de faire varier les variables chez ces patients pour essayer de contextualiser et voir qu'on ne prend pas de la même façon en charge les malades âgés versus les malades fragiles. Et vous avez ici un patient qui a un PDL1 tumoral à 50%. Et on va demander quel est le traitement de première ligne à proposer chez ce patient. Vous voyez qu'ici, chez ce malade, on est en droit de proposer une monoimmunothérapie par pembrolizumab, cemiplimab ou atezolizumab. On ne doit pas proposer la chimio-immunothérapie, carboplatine, pemetrexed, pembrolizumab, au vu de l'état de fragilité et d'altération. On peut proposer une chimiothérapie par carboplatine, pemetrexed. Vous voyez que le bevacizumab n'est pas utilisable ni chez le malade âgé, ni chez le malade fragile. Et vous voyez ici ces recommandations qui nous montrent bien ce qu'on dit là, à savoir l'utilisation de carboplatine et d'une chimiothérapie dite de troisième génération, ici le pemetrexed, qui est tout à fait recommandé ici. On peut tout à fait proposer la monoimmunothérapie. Cette étude qui m'a semblé intéressante puisqu'elle s'intéressait particulièrement au groupe des malades qui ont un performance status à 2. C'est une étude qui est très intéressante, c'est une étude difficile à mener, qui a été menée et qui montre clairement un bénéfice à associer un sel de platine au pemetrexed versus le pemetrexed seul. Donc il ne faut pas hésiter à proposer un doublet à base de platine chez ces malades PS2. Vous voyez qu'il y avait un certain nombre de patients inclus, ce qui est quand même très satisfaisant pour une étude chez des malades PS2. Et c'est donc le standard thérapeutique chez les patients fragiles. Un rappel ici donc de ces recommandations qui ont été présentées par le professeur Grillier. Et vous voyez donc ici, chez les patients qui ont un PDL1 inférieur à 50%, non épidermoïde bien sûr, sans addiction oncogénique bien évidemment, puisqu'on est dans ce cadre. En cas de bon état général, on associe la chimio-immunothérapie. D'accord ? La mono-immunothérapie n'est pas à considérer quand le PDL1 n'est pas au moins égal à 50%.
Chez le PS2, c'est carboplatine, pemetrexed. Et en option, la monoimmunothérapie, si on a le PDL1 à plus de 50%, donc ce n'est pas sur cette slide, c'est celle d'après. Sur cette slide, on peut proposer une monochimiothérapie en cas de non-éligibilité au sel de platine. Chez les patients âgés, là, c'est carboplatine paclitaxel hebdomadaire qui reste le standard. Chez les patients qui ont un PDL1 supérieur à 50% ou au moins égal à 50%, on peut proposer la monoimmunothérapie ou l'association de chimio-immunothérapie. Alors, comme vous l'a dit, professeur Grélier, c'est l'étude PERSEE qui nous donnera, nous l'espérons, la réponse définitive pour savoir quelle est la meilleure solution, bien que ce n'est probablement pas le PDL1 exclusivement et isolément qui nous permettra de répondre à la question et que d'autres biomarqueurs, même cliniques, doivent potentiellement nous guider. En tout cas, l'étude PERSEE s'intéresse à ce biomarqueur et nous permettra de répondre si le PDL1 à lui seul nous permet de choisir. En tout cas, pour les PS2, c'est la carboplatine, pemetrexed pour le non-épidermoïde, et plus de 70 ans, à partir de 70 ans, carboplatine paclitaxel hebdomadaire, bien sûr sans maintenance. Et je vous remercie de votre attention et je passerai la parole à mes confrères. Merci beaucoup pour ce cas très clair. Est-ce qu'il y aurait des questions à propos de la présentation de ces cas? Dans le chat, je ne vois rien. En attente de questions, peut-être, Jonathan, sur le dernier cas clinique, que tu disais que le patient avait, je crois, une spondylarthrite ankylosante. Juste quand même dire que, on a justement traité de du cas des patients qui ont une maladie auto-immune. Donc là, pour la question de l'immunothérapie, quand même bien rappeler que on a globalement des données qui disent que l'efficacité du traitement est à peu près la même chez ces patients-là, sous réserve quand même des traitements qu'ils peuvent avoir associés, notamment en termes d'immunosuppresseurs. Par contre, il y a quand même un risque d'effet secondaire de l'immunothérapie qui est un petit peu supérieur et qui a un risque de décompenser la maladie auto-immune. Donc, c'est vraiment une balance bénéfice-risque chez ces malades. Quel est le bénéfice qu'on attend du traitement sur le plan oncologique? Quel risque on fait courir aux patients? Et après, c'est une décision qu'il faut souvent partager avec le spécialiste de la maladie auto-immune en question. Voilà, c'était juste pour compléter ton cas clinique. C'est vrai que pour ce malade-là, on aurait pu effectivement se poser la question entre la monoimmunothérapie ou le doublé de chimiothérapie à base de carboplatine, compte tenu à la fois du PS, mais aussi de la maladie auto-immune. Oui, absolument. C'est que cette donnée est à prendre en compte et je pense qu'il faut absolument penser à référer aussi le malade en fait, à son rhumatologue avant introduction pour avoir un état des lieux pré-thérapeutique également, un état d'activité de la maladie rhumatismale pour pouvoir mieux gérer une éventuelle toxicité. Mais ça ne doit pas nous retenir, en tout cas, pour envisager l'immunothérapie sur ce type de pathologie auto-immune. Et c'est ce qui est bien expliqué dans les recommandations du groupe de travail. Mais c'est ça souligne l'importance de l'interaction entre les différents spécialistes au bénéfice de nos patients. Merci beaucoup. Du coup, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, vous avez une remarque, professeur Grélier? Non, j'allais dire que la cloche sonnait, donc c'était peut-être pour dire qu'il fallait passer la parole au docteur Bonetto. Tout à fait. Bonsoir à tous. Merci de cette invitation. Donc, je suis Rémi Bonetto, oncologue radiothérapeute à Marseille, à l'hôpital privé Clerval. J'exerce aussi à l'hôpital européen avec Jacques Lautrut qui a animé ce diaporama avec moi. Je vais peut-être partager mon écran, docteur Benzaken, si vous... Hop là. Je vais mettre sur la bonne slide. Donc, on va parler des sous-groupes de patients présentant donc des métastases cérébrales. Toujours dans une idée d'interaction entre spécialistes aussi, hein, en effet. Parce que là, ça sera avec les neurochirurgiens, les oncologues médicaux et les radiothérapeutes.
Vous voyez mon écran? Parfait. C'est bon? Donc, merci bien sûr à OncoPACA de la confiance qu'il nous apporte. On va essayer d'être concis. On avait prévu de discuter un petit peu aussi les cas de recommandation des différentes sociétés savantes, mais pour aller droit au but, on a décidé finalement de se concentrer sur des cas cliniques plus parlants. Donc, c'est celui d'une femme de 58 ans qui a peu d'antécédents, en dehors d'un tabagisme actif évalué à 30 paquets années, qui présente une crise d'épilepsie partielle avec paralysie faciale pour laquelle on l'explore dans un cas de suspicion d'AVC en janvier 2024. L'IRM cérébral retrouve de nombreuses lésions, plus d'une dizaine en substentorielle, dont une volumineuse fronto-pariétale gauche de 23 mm associée à de l'œdème périlésionnel. Le bilan d'extension par scanner CTAP retrouve une lésion lobaire supérieure droite de 45 mm avec une dissémination métastatique multi-organes, donc cérébrale, mammaire, médiastinale et avec un aspect de carcinose péritonéale pour une somme des lésions cibles de 89 mm, classant la maladie T2BN2M1C. C'était avant la 9e classification. La fibroscopie permet d'obtenir l'histologie en faveur d'un adénocarcinome Alcross négatif, PD-L1 40%, sans addiction oncogénique. Elle a récupéré complètement de sa paralysie faciale sous corticothérapie. Et je vous partage donc l'image de sa première IRM du 29 février 2024, qui a dû être mis à jour, c'était sur scanner probablement la première fois. Donc la lésion centrale gauche reste démateuse, elle a plusieurs lésions, donc certaines qui sont supracentimétriques. Qu'est-ce qu'on va retenir chez cette patiente de prime abord? Alors, est-ce qu'on prend une radiothérapie de l'encéphale en totalité au vu du nombre de lésions, une chimio-immunothérapie première sans traitement local cérébral, une opération de la lésion précentrale gauche ou une stéréo de la lésion précentrale gauche et des lésions supracentimétriques? C'est vraiment des hypothèses qui peuvent se défendre un peu dans toutes les situations chez cette patiente qui a récupéré. Mais on a privilégié à Clerval une solution chirurgicale pour la lésion fronto-pariétale gauche. Les recommandations de l'INCa vont appuyer cette décision de traitement local chez les patients qui ont présenté des métastases cérébrales symptomatiques ou qui sont devenus asymptomatiques sous traitement corticoïde. Alors le traitement local, ça pourrait être aussi une radiochirurgie, bien entendu, une radiothérapie stéréotaxique fractionnée. Je pense que par habitude, le recours à l'irradiation pancérébrale, on essaie de le limiter de plus en plus à des situations exceptionnelles dans le CBNPC sans addiction oncogénique parce que les retentissements sur la qualité de vie sont extrêmement importants. Donc, le 6 mars, elle a bénéficié de l'exérèse macroscopiquement complète de la lésion précentrale gauche en conditions éveillées. Et l'histologie est concordante avec l'histologie de la fibroscopie, mais cette fois-ci avec un PD-L1 à 0%. Toujours sans addiction oncogénique. Qu'est-ce que vous préconisez maintenant? Une irradiation de l'encéphaline toto, une chimio-immunothérapie sans traitement local, une stéréotaxie du lit opératoire associée au traitement systémique par chimio-immunothérapie. Chez cette patiente OMS 0 depuis la corticothérapie. Pardon, je ne l'avais pas signalé dans ma première diapositive. Et en dernière proposition, une radiothérapie stéréotaxique du lit opératoire et des lésions supracentimétriques associées au traitement systémique. La dernière option a été retenue. Donc, ça rentre dans ce qui est recommandé aussi, c'est un grade C par les recommandations de l'INCa. Donc, c'est d'aller utiliser un traitement de première ligne adapté au statut PDL1 et le traitement local est recommandé dans les différentes sociétés savantes comme l'AURA ou la SFRO pour les lits opératoires en particulier en stéréotaxie. Ce qui est plus discutable, c'est d'aller traiter les lésions centimétriques. Donc, elle a été traitée par un doublé de sel de platine associé à de la Limta, donc qui est du pembrolizumab, et la RCP de neuro-oncologie avait privilégié l'irradiation des lésions centimétriques. Sur l'IRM pré-thérapeutique, puisque pour la radiochirurgie, on utilise une IRM le jour même,
que ce soit en CyberKnife où le délai est un peu plus long, parce qu'on traite dans les 5 jours, alors qu'au Gamma Knife, ils peuvent traiter sur le jour même. Sur cette IRM, il y avait toujours plus de 10 lésions présentes, mais en réponse partielle depuis la chimio-immunothérapie. Ce n'est pas jeté à bras raccourcis sur le traitement, puisque les lits opératoires, on les fait entre 6 et 8 semaines pour avoir une bonne rétractation cicatricielle. Il n'y avait plus que 4 lésions qui étaient quasi centimétriques. Donc elle a bénéficié, on a une belle réponse. Les petites lésions ont été surveillées, celles qui ont bien répondu ici, et le lit opératoire était propre, sans résidu tumoral. Donc voici à quoi ressemble l'irradiation qu'elle a reçue en mai 2024, une fraction sur 4 lésions. Alors on a aussi fait un choix géographique de l'irradiation pour pouvoir anticiper d'éventuelles réirradiations après, pour prendre en compte les métastases qui étaient préexistantes, et une irradiation en 3 fractions de 8 grés sur le lit opératoire. Voici les entrées de balistique. Alors on utilise une homogénéité différente entre la radiochirurgie en monofractionné, en tout cas quand on traite une tumeur en place, on laisse filer la dose à l'intérieur, et quand on fait une irradiation post-opératoire, on fait une irradiation qu'on va considérer plutôt homogène.